nous allons donc accueillir tout de suite la deuxième Student Demo Cup, puisque c'est la deuxième année qu'elle est organisée. Et vous allez voir les différents porteurs des projets nominés qui vont expliquer en quoi consistent ces projets. Et tout de suite, je vais demander au comité d'organisation de monter sur scène et nous allons écouter Philippe Montargès qui va présenter l'événement. Oui, il manque Camille. Ok. Merci d'être resté aussi longtemps après une journée très riche en débats et très riche en actualités autour de l'open source pour cette deuxième Student Demo Cup. C'est un projet qui tient à cœur de toute la filière, tout l'écosystème de l'open source, d'avoir un événement à destination du monde étudiant en général, de l'enseignement supérieur, parce qu'on est persuadé, on est convaincu que l'avenir se passe là, l'avenir pour l'open source notamment se construit dans les écoles d'ingénieurs, dans les universités qui fabriquent les futurs talents de demain. L'open source est source d'innovation. On s'adresse aux étudiants, donc on a appelé ça Student Demo Cup. C'est un concours de projets innovants à destination des étudiants, des écoles. Et ce soir, donc, on va d'abord recevoir les nominés au concours, et puis on va remettre les prix à chacun des gagnants. Moi, j'attire l'attention sur le fait que c'est pour rendre notre filière, l'open source, la plus attractive possible à destination du monde étudiant. L'open source doit être le basique. En termes de fringues, le basique, ça parlera peut-être aux filles, il y en a quelques-unes dans l'assistance. C'est les basiques de votre formation, de tout ce qui est innovation numérique à venir. Donc ça doit être le basique, et moi je suis content qu'on puisse faire cette deuxième édition. Et je vous remercie encore d'être présent ce soir pour féliciter, encourager, de vos applaudissements, mais encourager de toutes vos remarques aussi à venir, ces étudiants qui se sont mouillés pour présenter un projet ce soir. Alors, je te laisse, Benjamin, peut-être présenter le contenu même des prix. Oui, merci, bonjour. La voix est toujours là, ça y est, il faut juste que je ne m'arrête pas de parler et ça devrait être bon. Juste pour préciser effectivement que cette année, on a trois grandes catégories de prix qui ont été mises en avant et qui, sans grande surprise, en fait, reprennent les thématiques de l'Open World Forum. C'est particulièrement intéressant et je passe un peu de temps dessus parce que c'est une nouveauté de cette année. On a essayé de sortir d'un prix qui serait dédié seulement au code pour en faire un prix qui pourrait aussi concerner d'autres étudiants issus d'autres formations, mais qui apporte tout autant à notre filière, la filière économique du libre, de l'open source et de tout ce mouvement de création et de collaboration. Donc les trois grandes catégories de prix qui sont celles de la Student Demo Cup sont Think, pour tout ce qui concerne les innovations sociales, innovation, tout ce qui est sciences humaines et sociales et innovation. Un prix qui est dédié au code, là on parle de développement logiciel, et un prix qui est lié à Experiment, où là on parle de l'innovation dans les usages, dans l'expérimentation. Voilà pour les... Et plus, excusez-moi, le prix du public, je l'avais oublié, mais effectivement qui est très important, qui là va récompenser le projet qui a retenu le plus grand nombre de commentaires positifs de la part du public, sachant que les projets depuis maintenant un mois, je crois, étaient ouverts à un vote du public. Voilà. Je voudrais préciser un truc, c'est que c'est un concours qui est assez exigeant, en particulier pour tous les étudiants qui vont présenter des projets sous forme vraiment de démonstration. En tout cas, ce qu'on attend, c'est vraiment une démonstration de la substance qu'il y a derrière leurs produits. Donc, encore une fois, bravo à tous ceux qui ont eu le courage de se présenter. C'est un exercice qui est censé, effectivement, préparer à une carrière d'entrepreneur qui va devoir pitcher son idée, son produit, vendre évidemment à des clients, en tout cas aux premiers clients quand on débute dans ce métier. Et il nous paraissait important d'avoir quelque chose en même temps qui soit un petit peu spectaculaire et qui mette en valeur ces différents produits, ces différents projets. Alors moi, je suis intervenue dans cette commission et pour l'organisation de ce trophée, au nom du groupe SIA, qui comporte deux écoles, une école d'ingénieurs, qui est l'SIA, dont je dirige moi le campus de Paris, et une école d'ingénierie qui est Itac Info. On est convaincu dans le groupe que la filière du libre est une filière importante à laquelle les étudiants et les ingénieurs doivent absolument s'intéresser, parce que c'est une filière qui offre de nombreuses opportunités. Je suis intervenue aussi au nom de l'association Pascaline, qui est l'association qui regroupe et le Syntec numérique et
les écoles qui forment au monde du numérique, donc des ingénieurs essentiellement, parce que le Syntec numérique et l'association Pascaline sont également convaincus que le secteur du libre, c'est un secteur d'avenir auquel il faut absolument qu'on s'intéresse et auquel il faut qu'on participe. Voilà. Merci. Alors, je vais conclure ce petit tour. Donc, moi, je suis Elisabeth Racine. Je travaille à Cap Digital, qui est un pôle de compétitivité comme systématique et qui est particulièrement attentif à l'innovation dans les usages. Donc, on sera ravis de remettre le prix d'Experiment et on suit énormément deux projets d'entreprise. Donc, on est aussi ravis de les accompagner dès le moment de la maturation et on est ravis de voir tous vos beaux projets qui seront présentés par la suite. Merci. Et donc on va en profiter pour remercier nos partenaires qui sont associés à l'événement. Donc je ne sais pas si on a tous les partenaires qui s'affichent. À citer donc dans les partenaires, bien sûr, on en a parlé, donc le Syntec numérique, dont parlait Fatia, avec Pascaline, donc qui intervient comme partenaire, Systématique, bien sûr, qui est partenaire directement et aussi via le GTLL, et puis Cap Digital, IRIL, qui est effectivement représenté dans le jury par Roberto Di Cosmo, la NRT, le SIA, on en a parlé, InfoQ, qui est un blog, qui est un journal de geek avec des contenus assez pointus sur tout ce qui est code, et puis le CNLL, le Conseil national du logiciel libre, qui est partenaire de l'événement avec la fonderie. Voilà. Donc je remercie tous ces partenaires de nous avoir soutenus pour cette deuxième édition de la Student Demo Cup. Maintenant, je vais laisser la parole à Thierry. Ça va être très bref. Merci au comité d'organisation. On va faire maintenant un petit chassé-croisé. Le comité d'organisation va redescendre. Je vais demander aux membres du jury de monter sur scène. Donc, par ordre d'apparition, Tristan Nito, Jean-Marie Chénaud, Philippe Montargès est déjà là, Roberto Di Cosmo, Stéphane Fernigier, Benjamin Jean. Je ne sais pas si la musique est une bonne idée, je dis ça comme ça. Jeanne Tadeuse et Fatia Gass. Je rappelle la consigne au jury, parce que faut être sûr que ça marche bien. Vous avez un petit papier, un crayon, les candidats vont passer, vous choisissez, vous faites votre choix, vous me transmettez le papier, je transmets ça à Claire, qui fait un super travail, que je remercie, qui fait un super travail d'organisation, et qui va transmettre ça à la régie pour appeler le nominé gagnant tout à l'heure. Et nous allons commencer tout de suite par la présentation des deux projets nominés dans la catégorie Code. Donc Code, c'est les projets de développement innovant en logiciel libre et open source. Alors le premier projet nominé, présenté par Théotime Guénaud, c'est le projet SETI. Donc Théotime. Et donc... Donc, rappel de la règle du jeu, chaque projet va avoir 3 minutes, si je ne m'abuse, pour se présenter. Alors, je vais commencer par vous raconter deux petites histoires de deux piafs, Edith et Bob. Donc c'est Bob qui raconte à Edith et ce matin, je voulais créer un espace en ligne pour ma communauté d'amateurs de maïs bio. Mais il paraît que sur Facebook et sur Google+, tout ce qu'on met dessus, ça leur appartient après. Alors moi, j'ai pas trop envie que ça disparaisse comme ça. Elle lui répond, mais t'inquiète, moi, toutes mes photos et tout, je le stocke dans le cloud. Mais il lui répond, mais on peut pas faire ça nous-mêmes? Oh, mais non, c'est trop compliqué, c'est des trucs de geek, tout ça, on comprend pas. Et c'est là que se termine la première histoire. Deuxième histoire, c'est toujours Bob qui dit à Edith, et ce matin, j'ai demandé au patron s'il pouvait pas créer un groupe Facebook pour qu'on puisse discuter et travailler comme ça plus vite. Mais elle répond, mais moi j'ai pas envie, après elle va regarder toutes mes photos sur mon profil. Oh, ben t'inquiète pas, de toute façon il a pas voulu. Apparemment on a des documents sous clause de confidentialité. Il veut garder tout ça en interne. Donc ces deux petites histoires, c'est pour introduire des problématiques qui sont à l'origine de mon projet, SETI.
Alors Sotis, c'est une plateforme de discussion à installer clé en main sur un hébergement qu'on possède pour réunir une communauté ou un groupe de travail dans un espace en ligne. Alors on pourrait appeler ça comme une alternative libre à ce qui est fait par Facebook avec les groupes ou par Google+ avec les communautés. Parce que c'est avec un esprit de décentralisation d'Internet vis-à-vis des gros acteurs et d'auto-hébergement, les deux étant liés. Dans une optique similaire, par exemple, à l'action Dégooglisons Internet de la Framasoft, nous avons aussi une optique de créer un outil léger, libre, simple à utiliser et surtout simple à installer. Donc nous allons voir les moyens techniques que nous avons réalisés pour obtenir cet objectif. Alors côté serveur, nous avons utilisé du PHP. Alors oui, ce n'est pas le meilleur langage au monde, mais ça permet à l'heure actuelle de déployer une instance de SETI sur n'importe quel hébergement à bas coût, comme les offres d'hébergement mutualisées. Ça permet aussi de l'installer en uploadant juste les fichiers sur son hébergement et en installant avec un petit formulaire web. Donc vous n'avez pas à utiliser la diabolique ligne de commande. Côté client, c'est du HTML5 et CSS3, donc ce qui est préconisé par le standard du web qui est le W3C, et puis un petit peu de JavaScript. Ça permet aussi de faire une interface responsive qui est donc disponible sur les terminaux, tous les terminaux, qu'elles soient ordinateur, tablette ou mobile. Alors je vous parlais un peu de JavaScript. Nous avons fait en sorte pour les gens un peu rétro qui aiment bien désactiver le JavaScript, que ça fonctionne aussi correctement sans JavaScript. Donc ça fonctionne. Donc c'est aussi une utilisation pour des communautés ou des espaces de travail, suivant les différents niveaux d'accès. Donc voilà, c'est un projet qui est en développement. Voici quelques fonctionnalités qu'on a prévu d'incorporer à court terme. On a un site internet pour nous contacter et pour avoir le dépôt guide de développement. Et on a une version de démonstration que vous pouvez tester dès maintenant. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Théotime, merci à Bob et Edith aussi. Le projet suivant, donc toujours dans la catégorie code, est le projet Community Play 3D qui va être présenté par Julien Moreau-Matisse, que j'invite donc à monter à son tour et à garder un œil sur le chronomètre. Alors bonjour à tous, je m'appelle Julien Moreau-Matisse, je suis le porteur du projet Community Play 3D, étudiant à l'école INTEC Info du groupe ESIEA, entrepreneur en alternance à INTEC Info et entrepreneur à l'occasion de cette alternance et du projet Community Play 3D et évangéliste technique chez Microsoft à partir de mi-novembre. Community Play 3D, en fait, c'est un ensemble d'outils C++ pour les développeurs open source qui va vous permettre de créer sans se prendre la tête des jeux vidéo 3D ou n'importe quel genre d'application 3D. Il n'est basé que sur des technologies open source comme Flip de Homeforce qui permet de faire du travail collaboratif temps réel, Airlicht qui est un moteur de rendu 3D, Lua qui permet de faire du scripting et bien d'autres. Alors CP3D il est innovant par son côté travail collaboratif temps réel, mais aussi unique en fait en son genre dans le monde de l'open source, puisque si on compare à un projet professionnel de création de jeux vidéo 3D comme Unity 3D, on se rend compte qu'en termes de performance, dans la plupart des cas, on est sur des performances égales, voire supérieures. Alors, CP3D répond à une problématique qui était qu'à l'origine, obtenir une licence de Unity 3D ou ses concurrents, c'était quelque chose de pas forcément abordable pour un développeur indépendant. On était sur un marché qui n'était pas pléthorique. Alors, CP3D fournit avec son API C++, mais aussi un éditeur visuel. C'est là que vous allez pratiquement construire tout votre jeu vidéo en 3D, en utilisant en fait une interface graphique. Ça va vous permettre par exemple de créer vos matériaux personnalisés pour ceux qui veulent mettre un peu de jus de neurones dans leur projet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer votre propre système d'eau, propre système d'herbe. Vous allez pouvoir manager votre scène intégralement, enfin vos schémas de scène 3D sans une seule ligne de C++. Les techniques d'ombrage, donc pour avoir du rendu haute qualité, sont pris en charge, puisque là je suis en train de calculer l'ombrage sur 360 degrés
de ma scène sans une seule ligne de C++. Il prend en charge des matériaux par défaut, comme ce qu'on appelle du normal mapping, qui permet de créer en fait du relief sur un objet très peu coûteux en termes de calcul et 0 ligne de C++. Et il vous permet de créer automatiquement ce qu'on appelle des systèmes de particules sans ligne de code, toujours pareil, comme du feu ou de la pluie. Il permet de gérer ce qu'on appelle des niveaux de détail. C'est quelque chose de complexe qu'il n'y a pas sur tous les moteurs 3D et qui dit qu'en fait, si un objet est loin, ça ne sert à rien que je l'affiche dans son intégralité et donc je sauvegarde les ressources de mon ordinateur. Il prend en charge l'audio 2D et 3D avec 2 drivers audio par défaut qui sont Fmod et C-Audio pour ceux qui connaissent. Il prend en charge aussi les animations 3D, que ce soit des personnages ou tout type d'animation. Et il est compatible Linux, Windows, Mac et j'espère, ma souris, Android et iOS d'ici peu. Alors pour finir, j'ai une vidéo, si elle veut bien, où en fait je construis une scène. C'était pas prévu. En fait, de zéro, en partant de rien. Et c'était censé en fait éclaircir un peu le fonctionnement. Mais bon, apparemment on peut pas. C'est un grand classique des démos en direct. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc pendant que le jury est en pleine action, comme vous le voyez, on est vraiment sur du temps réel, un peu à l'ancienne au point de vue technologique, mais le papier est une technique qui a fait ses preuves. On va passer aux 2 projets nominés dans le domaine Think, c'est-à-dire les projets de recherche en sciences humaines et innovation sociale. Et le premier projet, PI, un droit au service de l'innovation collaborative, va être présenté par Ariane Bouillet, à laquelle je vais demander de monter sur scène. Alors, bonsoir à tous. Je cherche ma petite présentation qui est là. Très bien. Alors, je ne sais pas. C'est bon, c'est parti. Alors, donc, je vais vous présenter mon projet qui s'est penché sur la question de savoir si la propriété intellectuelle est un droit au service de l'innovation collaborative. Donc, en effet, dans un contexte où les entreprises ont de plus en plus recours à cette forme d'innovation, il apparaissait intéressant de questionner ce droit dans la mesure où il a vocation à protéger les inventions et les créations. Donc, après avoir constaté que l'innovation collaborative apporte une réponse à un certain nombre de problèmes inhérents à l'innovation au sens classique du terme, et que la propriété intellectuelle est incontournable en matière d'innovation, j'étais confrontée à un paradoxe qui est que la propriété intellectuelle telle qu'elle est pensée aujourd'hui est trop rigide pour appréhender dans sa globalité les enjeux de l'innovation collaborative. Donc en rencontrant un certain... Voilà, je reste près du micro, sinon vous ne m'entendez pas. En rencontrant un certain nombre de professionnels travaillant dans des entreprises très différentes, mais qui avaient toutes recours à l'innovation collaborative, j'ai imaginé, j'en suis venue à la conclusion que, ah oui, je ne suis pas du tout dans l'ordre, alors attendez, j'en suis venue à la conclusion qu'il était nécessaire de repenser la propriété intellectuelle pour pérenniser l'innovation collaborative. Donc pour cela, mon projet présente 2 pistes de réflexion et de solution. D'une part, la propriété intellectuelle doit évoluer. Cette évolution sera forcément complexe et longue, mais néanmoins, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'il est urgent et indispensable de refondre le système juridique du brevet, puisqu'en effet, ce dernier ne permet plus de protéger juridiquement l'ensemble des caractéristiques des inventions actuelles et n'est plus adapté aux nouvelles réalités industrielles. Autre piste de réflexion, il faut assumer l'idée que la propriété intellectuelle n'est plus la solution unique pour protéger l'innovation. Donc, selon moi, le juriste doit en effet repenser son propre rôle au sein de l'entreprise et faire preuve d'audace et d'imagination dans l'application du droit. Il faut également qu'il soit en mesure d'appréhender et de proposer des moyens de protection non juridiques si ces derniers sont plus pertinents.
En effet, cela est indispensable pour faire du droit un outil réellement au service de l'innovation des entreprises. Donc, comme le temps passe très vite, je ne vais pas développer davantage, mais en tout cas, si vous avez des questions, je pourrais en discuter avec vous avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et donc le deuxième projet dans cette catégorie Think sur les projets de recherche en sciences humaines est celui de Martin Gubry, Measure Net Neutrality, si je prononce bien. Donc c'est à Martin Gubry de présenter ce deuxième projet, catégorie Think. Voilà, parfait. Alors, je vais vous présenter Measure Net Neutrality, qui est un projet d'outils et d'extraction de rapports et de rapports automatisés de mesure de la neutralité du net. Donc, rapidement, moi, je suis membre de Framasoft. J'ai commencé ce projet en stage à la Quadrature du Net et je suis actuellement étudiant en Data Science à l'ENSAE. Donc la neutralité du net, pour un petit rappel, c'est l'exclusion c'est le principe selon lequel on exclut toute discrimination par le réseau en fonction de la source, de la destination ou du contenu des données transmises. Donc je suis parti de différents constats. Le premier, c'est qu'on a un besoin d'objectivité sur cette question-là, puisque il a été prouvé que les FAI les fournisseurs d'accès à Internet n'étaient pas tous transparents, et on a également une complexité d'identification des cas, de savoir d'identification des cas d'atteinte à la neutralité du net, dans certains cas tangents. Donc on a un besoin de mesures d'objectivité de ces atteintes qui est quantitatif en complément de ce qui peut exister de manière qualitative actuelle. Donc on a aussi le deuxième constat, c'est qu'on a une diversité des atteintes. On a du blocage, on peut avoir du blocage, de la censure, du traffic shaping, et donc on a besoin de diverses méthodes de mesure pour pouvoir prendre en compte toutes ces atteintes. On a différentes menaces aussi qui peuvent être économiques, politiques et techniques de la neutralité du net. Enfin, Measure Net Neutrality est un projet dont le but est de rendre accessibles les données de mesure d'un maximum d'outils de mesure de la neutralité du net, de manière à la fois brute, avec des données nettoyées et enrichies, visuelles avec des cartes et des diffères graphiques, et analytiques en utilisant des méthodes statistiques. Donc le fonctionnement, il est simple, c'est un ensemble de scripts qui s'exécutent de manière régulière pour importer des nouvelles données. On a une mise en forme modulaire pour pouvoir ajouter de nouvelles mesures au fur et à mesure, et bien sûr sous licence GPL, sous licence libre. Donc le principe, c'est qu'on télécharge les nouvelles données, on les parse et on les enrichit avec des différents post-traitements, comme l'association de l'INIP avec son fournisseur d'accès à Internet, de calcul de différentes statistiques descriptives classiques, et la génération de rapports statistiques en HTML, selon un rapport global mondial par pays ou par fournisseur d'accès. Donc les sources des données, je me suis basé sur le Measurement Lab, qui est une plateforme qui est bien parce qu'il y a énormément de logiciels de mesure d'Internet, de différentes fonctionnalités de différentes spécifications des connexions à Internet, qui sont développées par des chercheurs. Les données sont accessibles dans le domaine public sous CC0. On a 856 Tera de données, donc c'est assez intéressant, et une infrastructure qui est mondiale et des données qui viennent du monde entier. Donc ce qui est fait actuellement, c'est qu'on a un outil qui est supporté, ShaperProp, qui teste le traffic shaping chez les utilisateurs. La gestion des données est faite, la création de statistiques aussi, et la génération d'un rapport statistique en HTML de manière globale pour tout le monde. Donc on va passer rapidement sur ShaperProp, je ne vais pas avoir le temps de... Il reste 30 secondes environ. Ok, alors des quelques résultats, je vous présenterai si ça vous intéresse, vous pourrez venir me parler. Les futures évolutions, c'est que le projet est encore en développement, il va être intégré dans RespectMyNet, qui est un projet
projet de la Quadrature qui actuellement ne fait que, ne s'occupe d'une approche plus qualitative des atteintes à la neutralité du net. On a différentes optimisations que je vais mettre en place et la génération de rapports statistiques à des niveaux plus bas, comme plus fins, comme le fournisseur d'accès à Internet ou au niveau du pays. Et enfin, l'ajout d'autres logiciels de mesure, et notamment le réseau mobile, ce qui peut mesurer le réseau mobile, ce qui peut être très intéressant. Donc voilà, toute aide est la bienvenue si vous voulez m'aider dans ce projet. Voilà, merci de votre écoute. Merci Martin. Le jury peut voter pour ce deuxième prix Think et nous allons passer à la troisième catégorie côté présentation, la catégorie Experiment. Oui, pas de problème. Donc la catégorie application, logiciel, objet communicant, prototype innovant autour de technologies et de procédés ouverts. Le papier, c'est très open source. J'ai écrit un livre contre le vote électronique, donc je ne pense que du bien de cette procédure, c'est une parenthèse personnelle. Donc les projets nominés par le jury, le premier que nous allons voir présenter est celui d'Adrien Gallo, qui s'appelle The Bellberry. Donc bonjour, je m'appelle Adrien Gallo, je vais présenter le projet The Bellberry. C'est un projet que j'ai développé, j'ai d'abord inventé, puis développé il y a maintenant quelques mois. Donc je suis étudiant en école d'ingénieur à Lycia. Et donc sur ce projet, j'ai développé la partie software en langage Python et la partie hardware, que voici. Je n'ai pas l'occasion de la montrer avant, je la montre maintenant. Donc c'est composé d'un Raspberry Pi et d'une carte interface que j'ai réalisée pour ce projet. Donc avant tout, il faudrait dire quel est mon projet. Mon projet, c'est tout simplement une enceinte amplifiée, autonome, qui va être en réseau et avec des commandes déportées. Donc le principe va être de mettre sur un réseau un grand nombre d'enceintes, ce qui va permettre, en fonction dans un établissement assez grand, en fait, de pouvoir diffuser des sons déportés, en fait, avec des commandes déportées, en fait. Donc les principales caractéristiques, il y a la possibilité de créer un réseau de 255 Bellberry. Les diffusions des sons sont tous en qualité Hi-Fi, ça c'est important. Enfin, grâce à un réseau, on va pouvoir transférer des nouvelles sonneries et enfin après les déclencher. Enfin, c'est un projet qui consomme peu, notamment grâce à un amplificateur de classe D. Et en fait, il est aussi utile quand on a un grand nombre d'enceintes selon les endroits où elles vont être placées dans un établissement, de pouvoir régler le volume indépendamment. Et pour ça, il y a une télécommande sans fil qui est là, qui marche en infrarouge. Et donc, je vais pouvoir m'en servir tout de suite. Le volume des sonneries sera maintenant à ce niveau. Donc, qui permet de régler entre 7 niveaux de sonnerie, indépendamment pour chaque Bellberry. Le principe du réseau, donc j'utilise un double réseau pour une grande fiabilité, un réseau Ethernet qui va permettre de transférer les nouveaux sons dans chaque Bellberry et une liaison série qui permet de déclencher les sons en fonction de certains endroits selon ce qu'on sélectionne lequel Bellberry doit jouer ou s'ils doivent tous jouer en même temps. Et donc ça, je vais le montrer maintenant. Donc évidemment, j'aurais pu mettre n'importe quel son, et j'aurais pu aussi mettre beaucoup d'enceintes, et on déclenchait soit une par une, soit les déclencher tout en même temps. En fait, j'aurais pu faire un peu tout ce que je voulais. Et ça se fait via une interface graphique, un petit logiciel que j'ai créé pour déclencher le son, et que je n'ai pas l'occasion de montrer, mais que j'aurais pu montrer. Et tout le réseau pourrait être passé en Wi-Fi, pour passer en sans fil là où c'est nécessaire, quoi. Merci de m'avoir écouté.
Merci. Le second projet nominé par le jury dans la catégorie Experiment est maintenant Intuitive Communication, qui va être présenté par Simon Belbéoc. Bonjour. Je suis ici pour vous présenter un projet, donc Intuitive Communication. Mais avant ça, j'aimerais vous parler d'autre chose. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a voulu développer Intuitive Communication ? C'est tout d'abord, on est parti d'un constat, c'est qu'il y avait pas mal de personnes qui, dans la vie de tous les jours, avaient des difficultés pour communiquer. Et ces difficultés venaient d'un point très précis, c'est qu'elles avaient des troubles de l'élocution. Quand on pense aux troubles de l'élocution, on pense par exemple au bégaiement quand on stresse sur une scène, mais ça peut être beaucoup plus poussé. Ça peut être une personne qui est sourde, qui ne va pas pouvoir justement parler. Ça peut aussi être quelqu'un qui va être assez âgé, votre père peut-être, vos grands-parents, en fonction de votre âge, qui vont avoir un âge assez élevé, qui ne vont pas pouvoir justement communiquer. Ou même quelqu'un de votre famille qui va avoir un accident, qui va être en état de choc pendant un certain temps, et qui pendant quelques heures, quelques jours, voire quelques mois ne pourra pas parler. Quelques chiffres comme ça pour vous donner. Souvent on parle le handicap, ça ne me dit rien, je ne connais personne qui est handicapé, donc ça ne me concerne pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a 300 000 personnes majeures par an qui se retrouvent en situation de handicap suite à un accident ou une maladie. Donc c'est pas parce que vous ne connaissez personne qui est en situation de handicap que ce ne sera pas le cas demain. Donc plutôt que de continuer à parler de choses aussi déprimantes, on a essayé de trouver une solution. Et donc cette solution, c'est Intuitive Communication. C'est une solution très simple, on sélectionne des pictogrammes et à partir de ça, on va avoir... Je veux manger des frites. Voilà, donc ça va permettre d'avoir sur trois canaux de communication une image, donc un pictogramme. Pourquoi des pictogrammes ? Puisque notre première cible était les sourds, les dernières informations donnaient 80% d'illettrisme, donc pas de possibilité d'utiliser un clavier ou même une feuille de papier. On a aussi de l'écriture pour justement pouvoir communiquer, mais surtout ce qui était très important, c'est d'avoir de l'audio afin de pouvoir se faire entendre dans la rue. Ça fonctionne sur tablette, vous pourriez l'essayer si vous voulez après pour ceux que ça intéresse. Et grâce à ça, donc l'audio est naturel. Là, c'était une voix féminine, étant donné que je n'ai pas eu le temps de mettre en place la voix masculine, mais c'est vraiment, on peut identifier la personne grâce à la voix qui sort. Et ouais, vous avez ça. Donc, il y a un point d'habitude où j'insiste quand je parle du projet, mais ici, je pense que vous êtes tous déjà sensibilisés à ce point, c'est le côté gratuit et libre, donc l'application est gratuite. Quand on dit qu'elle est libre, c'est que tout est en licence LGPL, tant la partie client que la partie serveur. On a notamment un algorithme de prédiction par rapport aux habitudes de l'utilisateur. Vous pouvez gérer tout ça, vous pouvez le mettre sur votre propre serveur, histoire que ce ne soit pas quelqu'un qui intercepte. Vous pouvez aussi voir tout ce qui est utilisé et la façon dont c'est fait. Et enfin, pour la base de pictogrammes, on utilise une base de pictogrammes qui est réalisée par Sclera.be, qui sont en licence Creative Commons CC BY. DNC, pardon, non commercial. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je serai disponible après. Si vous voulez aider, n'hésitez surtout pas. Merci. Bien maintenant, le jury va voter pour la troisième et dernière fois. Donc le suspense est à son comble. Et dans quelques instants, nous allons avoir les résultats. Et les résultats, on commencera par la première catégorie qu'on a vue, forcément. Donc ce sera la catégorie code. Donc une fois qu'ils auront voté, ce seront Roberto Di Cosmo et Véronique Turner qui vont remettre le trophée et les cadeaux aux gagnants. Mais on va déjà attendre d'avoir l'enveloppe fatidique. Donc le moment que tout le monde attend. Donc je vais faire appel pour ce prix code à Roberto et à Véronique. Alors, un de vous deux va ouvrir l'enveloppe. Je pense que c'est mieux que ce soit vos innocentes mains qui disent qui est le gagnant. Je peux un micro. Et alors le gagnant est Community Play 3D. Bravo.
Félicitations, en plus du magnifique téléphone Mozilla qui t'est offert. Oui, merci. Eh bien, si ton projet prend une dimension entrepreneuriale, eh bien, Alterweb propose un coaching, du mentorat aussi bien technologique ou plus stratégique sur du business plan. Voilà, donc on se reverra, j'espère. Voilà. Peut-être bien, ouais. Il y a moyen. Voilà, félicitations. Et je compte sur toi pour utiliser le téléphone Mozilla chez Microsoft. Hein. Ça, c'est très important. Je ne sais pas s'ils vont être d'accord. Un petit mot pas vraiment. En fait, c'est la première fois que Community Play 3D gagne un concours, donc c'est toujours bizarre quand c'est la première fois. Sinon, merci à vous d'avoir voté pour ce projet et merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, je vais me faire un plaisir d'utiliser ce téléphone que je connais pas. On va voir si je le critique ou pas. Ok. Merci beaucoup. Et la catégorie suivante dont nous allons connaître l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante est la catégorie Think. Et ce sont Jeanne Tadeuse et Benjamin Jean qui vont être chargés de remettre le trophée et les cadeaux et de dire qui a gagné. Vous pouvez tirer à pile ou face pour savoir qui ouvre l'enveloppe, qui fait la lecture. Tu veux manger des frites? Et donc pour la catégorie Think, le gagnant est le projet Measure Net Neutrality. Donc Martin, si tu veux venir. Bravo. Félicitations donc, pour ton projet. Voilà le trophée. Et sinon, comme on disait, il y a un chèque cadeau offert par la fonderie qui n'est pas matérialisé pour l'instant. Oh, voilà. Oui, et excusez-moi. Comme le disait Jeanne à l'instant, il y a un chèque cadeau qui est offert par la fonderie. Il y a aussi un accompagnement qui est offert par InnoCube sur tous les aspects qui peuvent intéresser le projet, soit tant en termes de gestion des aspects juridiques, projet, peu importe, pour voir la mise en place d'une communauté autour de ce beau projet. Okay. Eh bien, merci beaucoup, je suis très content et voilà, j'espère pouvoir continuer ce projet-là et ajouter au fur et à mesure d'autres logiciels de mesure de la neutralité du net, parce que comme je le disais tout à l'heure, comme il y a des atteintes qui sont très diverses, en gros on a un outil de mesure un ou plusieurs outils de mesure par type d'atteinte, et donc ce qui est intéressant ce sera d'avoir une vision globale de toutes les atteintes de la neutralité du net qui peuvent exister avec une approche quantitative. Et du coup, si vous avez envie de m'aider dans ce projet-là et d'inclure d'autres logiciels, d'autres résultats de logiciels de mesure de la neutralité du net, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Nous passons maintenant à la catégorie expérimente et je vais demander à Jean-Marie Chénaud et Elisabeth Racine de venir sur scène nous rejoindre pour remettre le trophée et les cadeaux et surtout ouvrir l'enveloppe fatidique. Magnifique. Merci. Alors, excusez-moi, je me trimballe mon téléphone. Roulement de tambour. Alors, le gagnant est le projet Intuitive Communication. Alors, on a également une enveloppe de la part de Pascaline. Et ce chèque a un avantage, il n'est pas dans le cloud, donc le voilà. Voilà, donc vous avez l'opportunité de
de vous amuser aussi. La fonderie qui est absent m'a demandé de prendre le relais. Il vous invite également à participer au WeShare Festival qui aura lieu en mai, qui est un festival autour de l'économie collaborative. Donc voilà, vous serez les bienvenus et la fonderie n'hésitera pas à accompagner aussi vos projets. C'est l'agence d'innovation de la région Île-de-France. Voilà. Bravo. Merci. Bravo. Je vais déjà vous remercier, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Ou si j'avais su, je me serais peut-être rasé un petit peu. Je vois là. Merci, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Ça fait 2 ans et demi qu'on lance le projet et qu'on essaye de le développer en partenariat avec des personnes handicapées, avec des personnes âgées. Et on espère que, d'ailleurs, s'il y a des gens ici dans la salle qui veulent nous aider, soit qui ont des personnes qui seraient prêtes à tester l'application, soit pour aider à développer, ou même pour nous aider sur les pictogrammes, je vous invite tous à soit venir me contacter tout à l'heure, soit passer sur notre site intuitivecommunication.org pour poster vos messages ou récupérer directement le code source. Merci. Bravo. Merci Simon. Donc on se retrouve l'an prochain pour un projet de rasoir open source, si j'ai bien suivi. Et nous allons terminer avec la catégorie qui concerne le plus la salle, puisque là c'est vous tous qui avez pu voter, la catégorie prix public. C'est le prix du vote en ligne, c'est-à-dire qu'il y a eu un vote en ligne internet pendant plus d'1 mois, et les gens qui étaient redevables et éligibles effectivement vont être nommés maintenant, Et donc j'appelle Fatih Agas et Florent Zara à venir remettre le trophée et le cadeau, et surtout à ouvrir cette magnifique enveloppe, la 4e et dernière de cette belle soirée. Alors, c'est là qu'il faudra la musique des Dents de la Mer. Écoutez, je suis ravie de remettre le prix du public à Julien Moreau-Matisse, Community Play 3D. Et un téléphone. Un autre. Des cadeaux chez Microsoft, hein, Tristan. Il va falloir qu'on discute. Dans 5 minutes, ici sur le Bon Coin, il y en aura 2. Sur eBay, ça marche sur eBay peut-être. Eh bien, merci beaucoup, encore une fois. En fait, je m'y attendais pas, parce que j'étais pas... Enfin, j'ai pas vraiment le premier, en fait. Ah bah si. Ouais, éligible. Remercie. Donc, je sais pas ce que je vais faire de 2 téléphones, par contre. Parce que, bon... Allô Alors là, j'en étais sûr. Ouais, le Lesia, donc bon... Ouais, carrément, ouais. Je vais voir ce que je vais en faire, ou alors je peux le vendre à Lesia aussi. Hein. Vu ce qu'ils me font travailler. Et rien de plus en fait. Merci d'avoir écouté. Merci à toi. Merci à tous les étudiants d'avoir participé, à tous ceux qui ont participé, à tous les nominés et à tous ceux qui ont gagné. Félicitations.